Faire événement est une chose, souvent sans lendemain. Marquer un avènement en est une autre. À côté des livres qui font du bruit, tant mieux pour eux, il y en a certains plus rares appelés à faire époque, dont on peut dire qu'avec eux, il y eut un avant et un après. C'est ceux-là en particulier dont nous voudrions, sur un demi-siècle, évoquer les retombées sur le cours des esprits, des pouvoirs, des mœurs et des combats. Parmi les ouvrages qui ont retenu notre attention, Le Camp des Saints de Jean Raspail, roman peut-être dystopique, paru en France au début de l'année 1973, aux éditions Robert Laffont, et qui a fait l'objet d'une réédition controversée mais remarquée en 2011, précédée d'une préface de son auteur. Ce récit allégorique concentrant sur quelques semaines ce que Jean Raspail appelle le grand basculement démographique migratoire qui mettra fin à l'Occident et singulièrement à l'Europe en quelques décennies, occupe peut-être une place à part dans l'œuvre de son auteur, disparu le 13 juin 2020. Ses autres livres, des récits de voyage, les fictions en terre lointaine tiennent une grande place, furent salués en leur temps par le Grand Prix de l'Académie française, le Prix du Livre Inter et le Grand Prix de la Ville de Paris. Quant au Camp des Saints, il est devenu l'un des prévières de mouvements identitaires nationaux, en France comme ailleurs. Œuvre prophétique pour les uns, fallacieuse et détestable pour les autres, elle entretient de toute évidence un rapport avec notre histoire collective et la formation des opinions, rapport qu'il nous appartient aujourd'hui d'interroger. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'écrivain et journaliste Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire, dont le dernier roman, La Grande Épreuve, paru chez Stock en 2020, a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Et vous avez, Étienne, bien connu Jean Raspail et prononcé, je crois, son éloge funèbre récemment, à l'occasion de sa disparition, en l'église Saint-Roch. Avec nous également Mathieu Bock-Côté, bonjour, essayiste et sociologue québécois, auteur de L'Empire du politiquement correct, paru au CERF en 2019, et de La Révolution racialiste et autres virus idéologiques aux presses de la Cité en 2021. Merci à vous deux d'être parmi nous. Le Camp des Saints est bien sûr disponible en librairie, et on peut découvrir un choix des œuvres de Jean Raspail dans la collection Bouquins sous le titre évocateur « Là-bas, au loin, si loin », préfacé par Sylvain Tesson. Cher Régis, à vous la parole pour une première approche nous permettant d'engager le débat sur la destinée singulière de ce livre de Jean Raspail. Oui, alors, première approche. Le sud de la planète envahit pacifiquement le nord. 1 million d'immigrants, pitoyables et basanés, s'échouent sur la côte d'Azur et remontent inexorablement vers Paris, mobilisant en sa faveur la conscience universelle, désarmant les résistances et les pouvoirs. Et la mauvaise conscience générale baisse les bras devant la subversion venue du fin fond de l'Inde. En somme, le Big Over réussit là où le Big Brother a échoué. Roman, est-il écrit sur la couverture. Le Camp des Saints, publié à Paris en 1973, est en réalité un cauchemar en forme de parabole. Le fantastique de ce livre ne vise pas à distraire, mais je crois à réveiller. La sombre prophétie a d'ailleurs aussitôt rebondi en anglais aux États-Unis, relayée par nombre d'hommes politiques, notamment le président Reagan, avant de revenir en France. Et l'auteur, Jean Raspail, déjà consul de Patagonie, devint alors en Occident le sonneur de tocsin. Ce fut là un tournant et un symptôme. La fin des 30 Glorieuses. L'angoisse de l'effondrement succède en Europe aux euphories du développement. Le tiers-monde, jadis promesse de rédemption avec Sartre, et désormais avec Raspail, fatale promesse d'expiation. C'est, si l'on veut, du tiers-mondisme à l'envers. Le Sud nous fait ainsi passer la note, à nous les Blancs, désarmés par notre complexe de culpabilité, soumis au chantage du bon cœur. À l'Occident maintenant de payer. Le maître sera désormais l'esclave, la fable apocalyptique a sa morale en pointillé, un appel à la résistance, à la renaissance éventuellement, d'un Occident devenu capitulard. Même s'il n'a pas peu contribué au simplisme de sa réception, il ne faut pas se faire, me semble-t-il, de ce livre une idée trop simple, l'idée du prophète de malheur, cet exilé de l'intérieur.
Ce n'est pas ou pas seulement un trublion nostalgique, mais un anti-moderne, poétiquement millénariste, un insurgé inconsolable, refusant le chant du signe de la chrétienté et qui cherche sa vie durant, dans un certain exotisme, un début, disons, de résurrection des chevaleries d'antan, disons, une rédemption combative. Il fut un temps, oui, en Europe, où l'histoire était, ou avait été, une promesse. Une promesse garantie par le progrès technique et la géographie était une échappatoire ou un divertissement. On attendait de la première, l'histoire, une rédemption, et de la seconde, la géographie, un pittoresque. Aujourd'hui qu'il n'y a plus rien de bon à attendre de l'avenir, c'est dans l'arpentage des lointains que l'homme d'Occident cherche hic et nunc à pallier ses déceptions ou, qui sait, à retrouver une authenticité perdue. On demande ainsi à la Patagonie, à la toundra ou au sommet des Andes de nous donner des vertiges ou des révélations que l'histoire ne peut plus nous offrir. Bref, pour en revenir à la chose écrite, on ne lit plus Malraux, mais Sylvain Tesson, et le panache n'a rien à y perdre. C'est en tout cas un tournant dans l'histoire des quêtes essentielles. Le présent déçoit, l'ailleurs fascine. Les révélations que le temps ne nous offre plus, c'est dans l'espace qu'on rêve encore de les trouver. Rien ne dit que ce soit idiot. Outre qu'on se console comme on peut, il y a peut-être des aventures personnelles, les collectives étant passées, qui valent la peine. Étienne de Montetti, Jean Raspail, on ne peut pas le réduire au camp des saints. C'était qui précisément ? C'était d'abord un explorateur, quelqu'un qui avait passé la première partie de sa vie à voyager dans le monde entier, ça a été un petit peu dit au début de cette émission, et qui avait écrit des récits de voyage, et puis qui, à l'issue du camp des saints, est véritablement devenu un romancier, après avoir rapporté la France avec Connaissance du monde, tous ces documentaires qu'il ramenait d'Amérique centrale. Il s'est davantage tourné vers l'écriture de romans, notamment. Son grand roman, outre Le Camp des Saints, c'est un livre qui s'appelle Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, l'histoire réelle, mais romancée, d'un homme qui s'était rêvé, alors qu'il vivait misérablement dans la bohème parisienne de la fin du 19e siècle, rêvé roi de Patagonie. Et pour Raspail, c'était l'occasion d'imaginer un monde rêvé, un monde idéal dans lequel on pouvait se réfugier, une sorte de camp des saints, en quelque sorte, où on se réfugiait quand la vie quotidienne était trop dure. Il n'a pas complètement d'ailleurs abandonné ce goût des voyages avec un autre livre, à mon avis important, qui s'appelle « Qui se souvient des hommes ?» et qui est un éloge des Alakalouf, le peuple premier de Terre de Feu. Et là encore, c'était un défenseur des peuples premiers. Voilà. Les Onas, les Alakalouf, les Incas, les peaux rouges aussi. Les peaux rouges. Beaucoup arpenté les États-Unis à la rencontre des peaux rouges. Toujours la même idée d'un progrès amené par la civilisation européenne et qui détruit en même temps qu'elle apporte des améliorations dans la vie, et un petit groupe de résistants, un petit groupe d'irréductibles va essayer de sauver ce qui peut être sauvable, qui est de l'ordre de l'amitié, de la fidélité à une culture menacée. C'est un des thèmes très très forts de l'œuvre de Jean Raspail qui traverse toute son œuvre. Et c'est comme ça qu'il arrive au camp des saints, donc à partir d'une vision un peu apocalyptique. Alors, le camp des saints, en fait, c'est le point de départ. C'est un livre un peu à part dans son œuvre, mais c'est un point de départ. C'est pas tout à fait son premier roman. Il en a fait 2 assez anodins avant, mais c'est un livre écrit donc au début des années 70 et qui va véritablement le lancer à tous égards dans le monde romanesque. C'est un peu à part parce que c'est un des livres les plus, comment dirais-je, beaucoup de ces livres sont véritablement dans l'imagination. Là, c'est plutôt une dystopie, donc il y a quand même une forme de réalisme, même si c'est un réalisme futuriste. Il y a une réflexion assez précise de la société occidentale. Et c'est un livre qu'on a pu, dans la polémique, réduire à un débat sur l'immigration, sur le racisme, que sais-je. C'est aussi une réflexion posée à notre société, notre civilisation.
puisque chacune des institutions structurantes, que ce soit les hommes politiques, les hauts fonctionnaires, l'Église catholique, les médias, les intellectuels, toutes ces personnes sont provoquées par cet événement, ce débarquement massif sur la côte. Il faut préciser ce dont parle. Quelle est l'histoire de ce livre très Le contenu, voilà. Alors, le contenu, Étienne de Montetti, le contenu. Bien entendu, on apprend par la presse, l'arrivée d'une armada, d'une immense flotte, arrivée du Gange, où une foule d'Indiens s'est massée et qui fait route vers on ne sait où. Et on subodore que c'est évidemment une allégorie de ces masses immenses de cette région du monde qui viennent, à cause de déséquilibres démographiques et économiques, vers une région extrêmement favorisée économiquement, qui est l'Europe. Et une grande partie du livre se passe dans l'attente de cette armada qui s'approche. C'est les 2 tiers du livre, à peu près. Voilà. Et pendant ce temps, Raspail interroge donc la société française. Qu'en pensent les politiques déchirés entre réflexe humanitaire et réalisme politique, défense des populations? Qu'en pensent les médias, fascinés par cet événement, qui est un événement, une sorte de feuilleton médiatique incroyable. On est dans un roman des grandes circonstances, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Et qui est très intéressant parce que il est d'hier et d'aujourd'hui face à cet événement avec des conséquences considérables. Comment réagit-on? Et il observe, par ce roman qui a des aspects farces, des aspects tragiques, des aspects allégoriques, des aspects très réalistes, il observe comment notre société réagit par ce phénomène qui, à la fois, comme l'insecte et la lumière, l'Europe est fascinée par quelque chose qui va peut-être la menacer. Il y a un côté réactif contre le début des années 70, de l'après 68. On sent toute une critique des mouvements sociaux, des intellectuels de l'époque. C'est très du clergé de l'époque aussi. Du clergé de l'époque. Il faut ramener ça à ce climat des années 70 où effectivement l'immigration commence à être un sujet, notamment l'immigration algérienne. On est à peine 10 ans après la guerre d'Algérie. L'Église qui s'est engagée dans cette réflexion sur l'accueil des immigrants. Populorum Progressio, l'encyclique du pape Paul VI date de 1965. Il y a des phrases très fortes sur, indépendamment des problèmes politiques, sur l'accueil véritablement. Le pape est présent dans le livre du reste. Le pape est présent, il s'appelle Benoît XVI d'ailleurs. C'est assez drôle. Pour faire suite à Benoît XV, le pape de la Première Guerre mondiale, bien sûr. Ouais. Et puis les intellectuels aussi. Et également, il y a des intuitions amusantes. Comment dirais-je, toute cette société de la distraction, du divertissement qu'on connaîtra plus dans les années 80 et 90, c'est-à-dire que à l'occasion de ce débarquement, il y a une chanson qui est lancée, il y a toute cette En fait, ça fait écho à l'époque puisque la première chanson, le premier concert humanitaire a lieu à cette époque-là, un peu avant, puisque c'est pour le Bangladesh, c'est le concert pour le Bangladesh, pour les habitants du Bangladesh qui sont victimes de cette guerre affreuse avec le Pakistan au moment de la partition. Et puis il y a cette fameuse chanson de John Baez, Song for Bangladesh, qui est une des premières chansons lancé par le monde du spectacle à titre humanitaire. On sent tout ça dans le livre, parce que contrairement à ce qu'il va dire peut-être en 2011, où il dit personne ne parlait de l'immigration, quand il écrit son livre, tout le monde parle de l'immigration en réalité. C'est un sujet qui commence vraiment à prendre dans le champ politique français. Oui, et il le dit d'ailleurs dans un article que j'ai retrouvé dans le Figaro en 1971, où il raconte la naissance du camp des Saints à l'occasion de la lecture d'un certain nombre d'articles de journaux et de la découverte de reportages. Sur quel sujet? Effectivement, ce déséquilibre démographique entre l'Asie, le Bengale, l'Inde, le Pakistan, et puis l'Europe, le déséquilibre économique entre ceux qui n'ont rien et ceux qui ont tout. Et il estime, avec d'autres économistes, je pense avec Jean Fourastier par exemple, que cette situation un jour provoquera une catastrophe. Il raconte qu'il a lu aussi des articles sur l'immigration, les lois, c'était des directives circulaires Fontanet, Marcellin. Expliquons peut-être ce que sont ces circulaires. Circulaire Fontanet-Marcellin, qui est la première circulaire qui impose aux travailleurs immigrés qui viennent en France d'avoir une attestation de logement et un contrat de travail
pour avoir une garantie de titre de séjour. Ça va susciter des grèves de la faim, et puis il y a ce débat qui monte et qui va aboutir du reste à un événement politique un peu important, puisque c'est l'attaque du meeting d'Ordre Nouveau le 21 juin 1973 qui va amener la dissolution de la Ligue communiste à l'époque et du groupe Ordre Nouveau. Et donc on sent que c'est vraiment quelque chose qui tient dans le roman comme un arrière-fond présent, en fait. Oui, puis ce sont des directives qui ont entraîné des mouvements, des violences, des ratonnades, et puis également la mobilisation de prêtres qui se sont opposés à ces directives, qui ont refusé de célébrer la messe de minuit, la messe de Noël. Et ça s'est passé dans la Drôme, j'ai retrouvé ce détail. Jean Raspail habitait à cette époque dans cette région, il a certainement été marqué par ce choc incroyable entre des événements politiquement sociaux et une réaction religieuse. Donc il y a quand même ce climat, il l'observe à travers la lecture de journaux, et le romancier qu'il est se dit qu'il y a un sujet intéressant, c'est la rencontre d'un événement considérable avec une société. J'ajoute que Jean Raspail est né en 1925, il avait donc 15 ans en 40, et on ne peut pas ne pas lire ce livre en pensant aussi à l'adolescent qu'il est et qui voit en 1940 une société s'écrouler, la société des adultes, tout simplement. La déliquescence d'une société. La déliquescence d'une société face à un événement qui n'est pas du même ordre, évidemment. Et puis, mai 68, dans un autre ordre, mutatis putandis, etc. Mais quand même, mai 68, et ces grands bouleversements qui reviennent, qui agitent la société. Et pour un écrivain comme Raspail, qui est un écrivain, me semble-t-il, de l'adolescence et de l'idéal, un écrivain où les jeunes gens essayent de préserver ce temps béni où le parc enchanté des grands-parents, qui n'est en fait qu'un petit jardin de banlieue, les émerveillait, les transportait. Il est l'auteur du temps qui ne veut pas passer et qu'on essaye de retenir, de maintenir à tout prix. Et beaucoup de ses livres sont comme ça, constitués de petits personnages, de petits groupes de personnages qui essayent de préserver par des fidélités souterraines des choses qui sont chères à leur idéal. Et il y a quelque chose comme ça dans le camp des saints. Qu'est-ce qu'on peut garder? Et ce camp des saints, c'est effectivement le petit réduit de ceux qui veulent préserver quelque chose de la civilisation européenne. Qui s'oppose, Mathieu Bock-Côté, à l'image de la masse telle qu'elle est représentée dans le livre. Pour vous, Jean Raspail, en particulier dans ce livre-là, c'est un romancier du déclin, La conscience apocalyptique traverse l'œuvre de Jean Raspail. Qu'on pense au Camp des Saints, qu'on pense à Septentrion, qu'on pense à Sept Cavaliers, qu'on pense aussi au Jeu du Roi d'une certaine manière, qu'on pense à l'Anneau du Pêcheur. La question qui le hante, et Étienne de Montetier a tout à fait raison, c'est que fait-on lorsque le monde auquel nous tenons s'est effondré? Quelle éthique conserver? La réponse de Tesson et de bien d'autres, c'est on va fuir, on va toujours plus loin pour conserver un essentiel. C'est une des réponses possibles. Oui, mais c'est finalement celle qu'il s'il en prescrit une, c'est celle-là. Que pouvons-nous conserver une fois la catastrophe advenue? Et globalement, qu'est-ce qu'il nous brûle? C'est soit, s'il cherche à traduire ça politiquement, dans le camp des saints, c'est la politique de l'isolat, mais c'est surtout, dans les faits, une forme d'éthique de l'amitié. C'est la possibilité, l'aventure, l'existence doit se préserver à la manière d'une aventure personnelle qui doit se maintenir, des fidélités clandestines qui doivent se préserver. On le voit notamment dans l'Anneau du Pêcheur. Donc il y a cette idée que quelque chose doit se préserver secrètement. Les fidélités les plus discrètes, les plus clandestines peuvent néanmoins irriguer la civilisation. Et nous verrons dans un siècle, dans 2 siècles, dans 3 siècles, dans un demi-millénaire, si quelque chose renaîtra de cette politique de l'arche, en quelque sorte. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que la conscience dominante chez lui, c'est la conscience apocalyptique. Quand on lit Septentrion, par exemple, sur le plan politique, j'entends, sur le Septentrion, c'est une forme de congélation mentale. Il assiste, de son point de vue, une forme de congélation des esprits, et on doit fuir à tout prix cette logique de congélation qui s'installe. Quand on lit Sept Cavaliers, et là, c'est une référence à mai 68 sans le moindre doute, ce sont les enfants qui s'emparent de la société et qui, devant un pouvoir fou, un pouvoir qui faible surtout, qui se décompose, qui s'effondre. Et dans le cas du Camp des Saints, qui est un livre à part, il n'y a pas le moindre doute, c'est la figure apocalyptique de la submersion démographique. Donc le thème et la condition, me semble-t-il, pour comprendre ce livre de Raspail et d'autres, c'est cette conscience apocalyptique qui le hante, toujours à la recherche des traces des fidélités premières, et comment, par ailleurs, l'homme d'Occident pourra-t-il survivre à la fin de son propre monde. Un extrait du livre qui correspond à ce que vous avancez. Le monde semble soumis non pas à un chef d'orchestre identifié, mais à une nouvelle bête apocalyptique, une sorte de monstre anonyme, doué d'ubiquité, et qui se serait juré dans un premier temps la destruction de l'Occident. La bête n'a pas de plan précis, elle saisit les occasions qui s'offrent.
la foule massée au bord du Gange. Oui, mais c'est ce sentiment quelquefois d'un phénomène absolument immaîtrisable, presque sorti des enfers en quelque sorte, et il cherche en fait, je dirais que l'originalité à quelque sorte du camp des saints, c'est qu'il cherche à lui donner un visage dans ce cas-là. Parce que sinon, la figure de l'Apocalypse chez lui prend rarement un visage, et quelque chose, le sentiment d'une vague qui submerge et qui est devant laquelle il est absolument illusoire de résister. Alors, justement, ce qui est possible, c'est l'éthique de l'aventure personnelle, c'est l'éthique de la politique de l'arche, c'est fuir le plus loin possible, c'est chercher pour reprendre une formule dans Septentrion, c'est devenir un homme, ne pas devenir un homme réformé. Il existe encore en ce monde des hommes non réformés, dit-il. Bon, on le voit. Il y a un moment, non pas d'optimisme, il y a aussi la quête de l'aventure. Il y a, j'ai pas le titre exact, Le Roi au-delà des eaux, je crois, si je me trompe pas sur le titre. Et là, qui est un livre politique en quelque sorte, où il dit mais comment peut-on envisager finalement un coup d'État monarchiste en France? Alors cet authentique réactionnaire, pas dans un mauvais sens, se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et la réponse est assez fascinante. Devant le désespoir absolu, quand tout est foutu, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Sortir son étendard, sortir son drapeau, charger avec panache, parce que si on cherche discrètement une politique à des demi-mesures, tendre, réformiste, on est condamné à perte, au moins la défaite avec le panache, la défaite dans l'honneur pourra peut-être faire naître l'espoir d'une renaissance un jour. Donc c'est toujours autour de ces questions, les petites minorités qui préservent le monde, qui hantent son œuvre et qui ne sauraient être réduites à un tract politique. Mais il y a des écrits politiques de Jean Raspail. Qui sont pas les plus intéressants, si je peux me permettre. Ils sont rassemblés dans un petit livre qui est, je crois, Boulevard Raspail, qui rassemble de ce politique, finalement, c'est assez, je me rappelle pour l'avoir lu, c'était assez sec, assez aride. Et plus Jean Raspail touchait, je crois, à la politique, dans ce cas-là, de plus prosaïque, eh bien, on est devant un éditorialiste assez aride, assez sec, assez brutal, même quelquefois. Et plus il y a une forme d'évasion poétique, plus il touche le politique de manière plus intéressante, finalement, parce qu'il s'intéresse à la part de la légende, à la part de l'imaginaire, à la part des fidélités clandestines, je l'ai dit. Mais lorsque Raspail se voulait éditorialiste politique, je ne suis pas certain qu'il était à son meilleur. Il y a une chose, cela dit, par rapport, le politique est présent dans son œuvre, mais comme je le dis, à travers une mutation poétique. Lorsqu'il se veut chroniqueur, je pense qu'on peut rapidement se passer de ses textes, quelquefois. Étienne, peut-être sur ce Raspail politique? Je ne le connais pas, voilà. Parce qu'au fond, j'ai découvert davantage dans ses romans l'homme et sa vision du monde, en effet. Oui. Je ne connais pas ce recueil de chroniques. Mais on voit la différence entre effectivement une chronique d'un journal assez ordinaire, assez sèche, comme celle du Mathieu Figaro à votre côté, celle du Figaro dont on vient de parler, et ce que ça peut donner dans un roman où là il y a une amplitude romanesque avec des intuitions assez intéressantes et assez fructueuses et qui donne un livre. Et son image publique va être dominée par le camp des saints, avec une reprise du côté des nationalistes, comme un écrivain réactionnaire, conservateur, et c'est le moment où Marine Le Pen, par exemple, va dire en 2015, au moment où il y a une pression migratoire en Europe, il faut que tous les Français lisent le camp des saints. Il y a cette dimension-là qui domine maintenant dans l'image publique qu'il a. Mais c'est le drame probablement pour Raspail, c'est que son œuvre est souvent réduite je ne dirais pas par ses principaux lecteurs par ailleurs, mais une forme de tract. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu même en France, c'est-à-dire il n'existe plus, chez ceux qui ont entendu parler de lui, c'est l'homme du camp des saints. Et je dirais que chez ses lecteurs les plus fidèles, probablement, il y a une forme d'exaspération à cette idée de la réduction de l'homme, l'aspiration de l'homme par ce seul livre. On entend même souvent chez les lecteurs de Raspail cette idée que ce serait loin d'être son meilleur livre. Ils prennent la peine de le dire pour rappeler que leur passion pour son œuvre vont vers d'autres ouvrages. Mais ce qui est certain, c'est que ça, on l'a vu aux États-Unis notamment, où le livre est traduit en 75, l'appareil en 75. Certes, je pense qu'il est traduit dans l'idée que c'est un livre français qui mérite d'être traduit, un ouvrage littéraire, qui est très rapidement confisqué, en fait dénoncé à la manière d'un tract suprémaciste blanc et récupéré, hélas, par des mouvances qu'on dit nativistes aux États-Unis. Donc une mouvance nativiste. C'est-à-dire, oui. On pourrait traduire une forme de nationalisme ethnique, en quelque sorte. Donc, c'est cette idée qu'il y aura une population originelle américaine. Et là, ça semble que dans le mouvement des Know-Nothing au 19e siècle, mais on pourrait dire aujourd'hui une forme d'anti-migrationnisme brutal. Disons ça comme ça. Et faut jamais oublier qu'aux États-Unis, la conscience raciale et conscience culturelle, quelquefois, c'est le drame des États-Unis. Or, Jean Raspail, aux États-Unis, n'apparaît qu'à la manière de l'auteur du Camp des Saints, et son texte est présenté comme une forme de tract politique, ou alors un texte prophétique politique, mais on ne s'intéresse s'intéresse à Raspail que pour le Camp des Saints. Le reste, ça traîne, je pense qu'il y a un ou deux autres livres qui sont traduits, mais globalement, l'œuvre n'existe qu'à travers ça.
Et c'est ensuite un ouvrage aux États-Unis, mais c'est peut-être le cas aussi un peu en Europe, assez particulier. Vous savez, il y a des ouvrages qui sont souvent cités sans être lus, et il y a aussi des ouvrages, inversement, qui sont souvent lus sans être cités. Je crois que Jean Raspail est dans cette catégorie. On dit que Reagan le lisait, par exemple, l'avait lu, mais plus récemment encore, 2 des conseillers de Donald Trump, il y avait Steve Bannon et aussi Stephen Miller, qui étaient ces deux anges noirs, en quelque sorte. Il y a un scandale en 2019 où on apprend que Stephen Miller lit Le Camp des Saints. Il lit Le Camp des Saints et là on présente un tract suprémaciste blanc. Donc, avec cette étiquette, c'est réglé. C'est un ouvrage qui marque lorsqu'il est mentionné. Mais donc, il existe dans la culture américaine à la manière d'un texte politique, mais c'est comme si Raspail n'existait pas autrement qu'à travers cette réputation, finalement. Il faut dire que l'édition originale américaine paraît sur sa jaquette, comme c'est le cas des éditions premières sur le marché américain. Bon, il y a le titre, Le Camp des Saints, bien entendu, et il est sous-titré « Un roman glaçant sur la fin du monde blanc ». Ça, c'est l'obsession américaine, si je peux me permettre. C'est-à-dire, le monde américain est un monde qui pense la culture sous le signe de la race, souvent. Il faut pas l'oublier. C'est-à-dire, aux États-Unis, la culture, on le voit avec la figure du ethnic white, c'est-à-dire des Irlandais, des Polonais, des Italiens, des Grecs arrivent, et ils s'intègrent à la nation américaine en rejoignant le white, pour le dire comme ça. Et on est aux États-Unis avec une forme de culture de pays écartelé, entre d'un côté un messianisme démocratique qui amène les Américains à croire fondamentalement que l'ensemble du monde rêve d'être américain, avec une politique étrangère qui quelquefois peut être hasardeuse. On bombarde un pays, on plante une constitution, on met l'économie de marché, on croit faire pousser un nouveau New Jersey. Donc il y a ça d'un côté. C'est du vécu. Début des années 2000. Donc il y a ça, et de l'autre côté, il y a une conscience raciale exacerbée. Et on a vu par exemple avec le livre de Samuel Huntington 2002, Who Are We, qui sommes-nous, une méditation sur l'identité américaine. Eh bien, il a été raspaïsé en quelque sorte. On a vu dans Samuel Huntington fait lui-même référence à Jean Raspail, Mathieu Bock-Côté. Mais c'est pas le thème central de l'ouvrage. Tout l'enjeu d'Huntington, c'est de dire est-ce que le noyau WASP entre guillemets américain peut survivre au-delà de la population WASP. Autrement dit, est-ce qu'au-delà de l'obsession raciale, le noyau culturel fondateur des États-Unis peut survivre? Mais pour cela, la mention de la culture dans l'espace mental américain, ça ne passe pas vraiment. Mais encore une fois, il faut le dire, aux États-Unis, ceux qui sont axés sur des questions d'identité, de culture, sont souvent effectivement dans une perspective raciale, ce qui fait qu'ils ramènent tout à leurs propres obsessions. Et vous pensez que Jean Raspail, lorsqu'il écrit Le Camp des Saints, n'est pas dans cette optique-là? Comme je dis, à mon avis, on n'est pas devant un écrivain politique au sens premier du terme. Je lis ce livre et je n'y vois pas. Évidemment, il y a une dimension politique sur le sens apocalyptique. C'est la fin d'un monde. C'est un écrivain de la décadence, en quelque sorte. Mais je ne crois pas, je ne le lis pas comme un tract politique. Il y a cette singularité, toutefois, qu'avec la préface, c'est la préface qu'il va écrire quelques décennies plus tard, en 2011. Là, c'est comme s'il consent lui-même à la transformation du Camp des Saints en tract politique. Donc, il accepte finalement l'interprétation que la culture en a proposée. Est-ce une capitulation? Est-ce un dévoilement? Je ne le sais pas, mais je crois qu'il sert mal son œuvre avec cette fameuse préface. Étienne de Montetti, sur ce point précis de cette préface de 2011. Oui, je suis assez d'accord avec Mathieu Bock-Côté. Il consent à une interprétation qui a été donnée par des tas de gens. Il y consent parce que pour un écrivain, il est probable que le succès, voire l'adulation des lecteurs est quelque chose de merveilleux. Et il y a quelque chose qui me frappe dans l'aventure de Jean Raspail, c'est qu'outre Le Camp des Saints, il a donné naissance à un mythe assez puissant qui est celui de la Patagonie, dont on parlait tout à l'heure, ce petit monde imaginaire. Et des milliers de lecteurs, puisque le roman Antoine de Tounins, Roi de Patagonie, se finissait par la phrase suivante: « Moi, Jean Raspail, aujourd'hui, j'apporte mes lettres de créance comme conseil général de Patagonie en France. » Les gens lui écrivent pour lui demander la naturalisation au royaume de Patagonie. En qualité de Patagon. En qualité de Patagon. Et depuis 30 ans, des Français, des gens éminents dans le monde politique, dans le monde, dans l'armée, dans le clergé, parmi les étudiants, etc. Il y a plusieurs milliers de gens qui ont... De tous bords politiques. Oui, peut-être pas de tous. Êtes-vous Patagon, Étienne? Et je l'ai été à la demande de Jean Raspail. Je fais partie du service de presse du consulat général de Patagonie. En effet, pour remplacer un de mes amis mort prématurément. Mais ça a donné lieu à une véritable mythologie incroyable autour de ce livre, Moi, Antoine de Tounins. Ça aurait pu être pour Jean Raspail l'occasion d'une grande joie. Il n'a pas été à l'Académie française, il n'a pas eu le prix Nobel de littérature, il n'a pas eu le prix Goncourt, mais il a eu cette espèce d'incroyable jeu autour de son œuvre et des milliers de lecteurs qui se reconnaissent par un petit drapeau sur la voiture ou sur la boîte aux lettres de la maison. Bref, ça crée cette espèce de fraternité souterraine qui est une des marques de l'œuvre de Jean Raspail dont on parlait tout à l'heure. Mais curieusement, Le Camp des Saints
va prendre le dessus sur toute cette mythologie parce que des gens éminents, des gens peut-être tonitruants vont s'emparer de ce livre et en faire une sorte d'oriflamme pour un certain nombre de causes. Et lui-même, malheureux parce qu'il est aussi très attaqué, il a été énormément attaqué, voire diffamé, on l'a traité de raciste, enfin, il y a eu des altercations extrêmement violentes. À un moment donné, va effectivement dire vous voulez que je sois le mauvais garçon de la littérature française, eh bien je vais l'être. C'est son ultime provocation. Et il va brandir ce livre. J'ai eu avec lui à ce sujet une conversation très très vigoureuse, parce qu'il me semblait qu'il dénaturait une œuvre romanesque, il en faisait un tract politique et qu'un roman devait appartenir à ses lecteurs, chacun en faisait la lecture qu'il souhaitait, mais que l'auteur nous fasse cette préface comme une sorte de guide assez provoquant, sortant les phrases du roman qui pouvait tomber sous le coup de la loi pour... des lois, en l'occurrence. Des lois Pleven, des lois... Perben, etc. Ouais. Je trouvais que c'était pas d'un écrivain, c'était d'un militant politique. Et que c'était une erreur presque esthétique de renoncer à ce merveilleux statut de romancier, à ce merveilleux statut du roman, avec toutes les portes qu'ouvre ce livre, pour en faire simplement une provocation. Mais est-ce que c'était pas une façon pour lui de rentrer, j'allais dire, dans l'histoire ? C'est-à-dire de renouer avec l'actualité, tout simplement, avec le débat tel qu'il se manifestait dans l'espace public. Certainement, à force d'avoir entendu et lu qu'il était un prophète, c'est peut-être un mot et un titre que beaucoup d'hommes sont heureux de porter. Et puis, il avait par lettres ou par voie directe ou indirecte, effectivement, un certain nombre de responsables américains, mais aussi de responsables d'Europe de l'Est, tous les régimes illibéraux qui, lisant avec leur histoire propre et l'actualité en Hongrie, l'actualité en Pologne, lui envoyaient des messages via les ambassades. Tout ça en faisait un personnage central, et effectivement, il a joué le jeu, il a joué le rôle assez valorisant, encore qu'un peu mortel à d'autres titres, eh bien que l'époque lui avait assigné, et ça a été sa contradiction de bout en bout. Ça a donné entre lui et moi des discussions assez homériques, effectivement. Il faut dire aussi, Étienne de Montetti, que la droite littéraire va l'appeler le prophète. Le prophète, c'est ce que dit Henri Amouroux de son livre. Jean Cau dit le visionnaire du futur. L'historien de notre futur. L'historien de notre futur. C'est encore plus précis. Voilà, ce qui est une accréditation à la fois de l'idée apocalyptique, avec en plus dans le livre des phrases qui sont des descriptions très dures de cette masse qui arrive du point de vue de la description physique. Enfin, il y a une sorte de déshumanisation du migrant quand même qui est à l'œuvre dans le Camp des Saints. France Culture, comment les livres changent de monde. Régis Debray, Didier Lesky et Alban Cerisier. Je crois qu'on est véritablement, je reviens avec cette formule, dans une conscience apocalyptique. Or, et lorsque nos lecteurs, lorsque les gens qu'on estime nous qualifient de prophètes, il est difficile de résister à une telle qualification. Vous êtes un prophète? Non, d'aucune manière, un écrivain mineur. C'est une réaction naturelle d'accepter le compliment. Le fait est que le compliment est orienté de telle manière que ça l'enferme justement dans une œuvre qui... Alors, comme je le dis, il y a une conscience apocalyptique chez Raspail, mais il y a aussi l'autre élément qui est peu présent dans le Camp des Saints, c'est la part de la fidélité. C'est une espèce d'éloge. Je crois que c'est pas pour rien, par exemple, que Sylvain Tesson va préfacer chez Bouquin les livres de Raspail. Je précise que le Camp des Saints n'est pas dans les livres assemblés chez Bouquin. Et pourquoi le fait-il? Parce qu'il y a aussi cette part merveilleuse de l'aventure. Il y a chez lui cette idée qu'on part à la conquête du monde, on fait une forme d'expérience de soi, qu'on me permette de le dire avec une certaine tendresse. Un de ses premiers voyages se passe chez nous, au Québec, en canot sur les chemins d'eau du roi, et il redécouvre en quelque sorte l'Amérique française, qui est souvent oubliée dans la conscience française. Il va faire le voyage du père Marquette et va aller aux sources du Mississippi, et c'est assez fascinant, mais redescendre en canot. Et chez lui, je pense qu'il y a absolument, et il y a des descriptions du Québec de l'époque, et par ailleurs de l'Amérique de l'époque, qui sont assez saisissantes. Il y a des traces de la vieille Amérique française. Les Français ont oublié l'Amérique française. Ça m'a toujours marqué. Et lui cherchait à la retrouver. Mais ce qui est assez beau chez lui, je pense, la part lumineuse de son œuvre, car il y en a une, c'est l'éthique de l'amitié, c'est l'éthique de l'aventure, c'est l'éthique de la camaraderie. Cette idée de ceux qui, devant le désastre, font un pacte d'amitié et ne cèdent pas. Cette idée aussi de tenir son rôle, de tenir sa fonction. Il y a par exemple, je l'évoque dans Sept cavaliers,
ce prêtre qui ne croyait plus et qui finalement, à force de reprendre les rituels, de refaire ses prières, en vient finalement à croire ce qu'il avait un peu oublié, il y avait une perte de la foi qui revient à force d'être fidèle à son rite, fidèle à une certaine pratique, eh bien, il retrouve certaines vérités éternelles. Et ça, je crois que donc il y a cette idée d'une éthique post-désastre. Ça, c'est l'autre pan. Donc, il y a donc la conscience apocalyptique, mais que faire après? Je pense, et Étienne de Montetti l'a très bien dit dès sa première intervention, je crois qu'on trouve là, si on veut trouver une éthique de l'engagement chez Raspail, elle ne se trouve pas dans je ne sais quelle politique, elle se trouve justement dans cette possibilité d'une amitié qui survit au désastre. Mais qui est un peu en même temps une aristocratie, un sentiment aristocratique. Ah oui, très aristocratique. Et on retrouve ça dans le camp des saints, où la masse, effectivement, n'a pas de visage. Quand on a un visage, d'ailleurs, il est beau ou pas beau, mais il n'est pas forcément marqué. En revanche, c'est toujours le petit groupe des élus, des choisis, des saints, et on sent un écrivain, une esthétique où effectivement, il y aura une aristocratie des meilleurs pour sauver dans le monde. Saints, il y a aussi cette idée que le bon sens est inversement proportionnel à l'intelligence. Il y a un mépris très fort des intellectuels et de l'intelligence. Il y a un mépris des élites, il y a une grande défiance vis-à-vis de l'Église catholique, qui est tout à fait très fortement exprimée dans l'ouvrage. Tout à fait impressionnant, qui est probablement lié alors qu'il était catholique. Oui, ben justement, je me permets une scène dans le Jeu du Roi, parce que je pense qu'il y a un élément de contraste. Dans le Jeu du Roi, Jean Raspail met en scène un de ses personnages, et il force un prêtre qui était devenu une forme d'animateur social, humanitaire, qui joue de la guitare pendant sa messe. Eh bien, il le force à porter la tenue qui devrait être la sienne, il le force à se tenir au rite qui devrait être le sien, il le force à faire une messe telle qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Donc, on voit à quel type de catholicisme il se rattache, et il y a le sentiment d'une dégénérescence du catholicisme de son temps. Une citation de l'œuvre du camp des saints. On apprenait également que sa sainteté, le pape Benoît XVI, avait donné l'ordre de mettre en vente tous les objets de valeur encore contenus dans les palais et musées du Vatican au profit exclusif de l'accueil et de l'installation des immigrants du Gange. Ainsi se termine notre prochain journal de 20h. Donc c'est à l'occasion du journal de 20h, réaction du président qui regarde ce journal. Et voilà, en interrompant le concerto qui suivit, j'entends déjà Dieu crier là-haut, tu quoque et fili, on ne pouvait rien attendre d'autre d'un pape brésilien. Étienne de Montetti. Alors, on est en 73. C'est d'un écrivain, qui connaît son temps, qui voit effectivement tout un mouvement contre Vatican II, un mouvement de l'Église, un mouvement de l'Église qui va assez loin. Je trouve, et je le crois, et je connaissais quand même un peu Raspail, c'est aussi d'un homme qui ne connaît pas très bien l'Église et qui s'en tient un petit peu à des choses un peu schématiques entre effectivement des prêtres très engagés dans le social qui évidemment n'auraient plus la foi, et puis des gens restés dans la tradition et qui auraient une foi à déplacer les montagnes. Il est évident que dans une société humaine comme l'Église, il y a tous les cas de figure, mais évidemment, il aimait assez ce schématisme qui avait quelque chose de rassurant et qui était assez cohérent avec ce que Mathieu Bock-Côtier vient de dire, c'est-à-dire ces gens qui gardent souterrainement des fidélités, avec cette intuition que le rite permet à un certain nombre de choses de survivre, même de manière formelle, même de manière rituelle. Et puis un jour, il réfléchit, et puis un jour, la Sèvre revient. C'est une très jolie intuition, d'ailleurs, qui n'est pas complètement fausse. Il a beaucoup joué à ça. J'ajoute, mais ça prendrait peut-être trop de temps, qu'à l'époque, la droite est quand même traversée par tout un courant très anti-chrétien. Le Grèce n'est pas très loin. Le Grèce, expliquez peut-être. Le Grèce, c'était un groupement qu'on appelait la Nouvelle Droite, des gens qui essayent de réfléchir. Qui est contemporain de l'écriture du roman. Exactement, et dans lequel le christianisme est considéré, comme d'ailleurs le pensaient les Romains, comme une religion faible, une religion de perdants, une religion qui consent à la défaite. Toutes ces idées, elles circulent dans l'air, et elle circule dans l'air à droite, et semble-t-il, l'écrivain du camp des saints n'est pas complètement hermétique à ces idées. Et donc il va avoir un succès estimable, avec des traductions dans toutes les langues quasiment, et qui après vont lui permettre d'être reconnu justement un peu partout. Ouais, en quelque sorte, c'est un ouvrage qui nomme une inquiétude pour notre temps. Je veux dire, quel que soit quoi qu'on pense du livre, quoi qu'on pense des phénomènes migratoires, il a nommé une angoisse qui traverse notre temps. Il ne l'a pas nommé sans talent.
On est quand même devant un grand écrivain. Fondamentalement, quoi qu'on pense de ses positions politiques, s'il en a, on est devant un grand écrivain. D'où le prix du livre inter en 1987. Oui, il parvient à capter une inquiétude et avec une forme de certaine fulgurance, on relit effectivement quelques phrases aujourd'hui en se disant, sur ce coup-là, sur l'Église, on pourrait trouver d'autres exemples, sur certains journalistes, il y a des scènes qui sont assez marquantes. Alors, on comprend que le livre ait trouvé de l'écho et de ce point de vue, c'est pour ça que et c'est assez particulier, c'est que le livre se détache de l'ensemble de l'œuvre et paradoxalement n'y conduit pas nécessairement. C'est-à-dire qu'il arrive qu'on entre dans Raspail par le camp des Saints, mais pour y rester au camp des Saints. Alors que souvent, quand on rencontre en France, on en voit plusieurs, des lecteurs de Raspail qui viennent quelquefois d'un milieu plus catholique, ils auront d'abord été interpellés par l'autre dimension, appelons ça le pôle, le jeu du roi, c'est-à-dire l'aventure, ou encore les écrits de voyage, la fidélité au peuple premier. Donc, mais ceux qui entrent dans Raspail par le camp des Saints ont souvent tendance à y rester, en quelque sorte. Donc, ça devient un espace clos, un espace hermétique, un espace mentalement fermé qui alimente des angoisses qui peuvent être légitimes, mais si enfermant, eh bien, le drame étant que c'est un ouvrage qui bloque l'œuvre plutôt qu'il n'y conduit, je crois. Pour autant, vous, en tant que sociologue qui avait beaucoup travaillé sur les questions de multiculturalisme, de la mixité sociale, de l'accueil de la diversité dans nos sociétés contemporaines, comment vous voyez cet ouvrage ? C'est pour vous un recueil d'imagerie ou c'est un recueil de positions théoriques, d'idées ? Non, je pense pas. Je pense que le propre des écrivains, me semble-t-il, c'est qu'ils ne se rendent jamais, leur plus grand livre, ils ne se rendent jamais compte de ce qu'ils font. Alors, de ce point de vue. Ce qu'a dit Jean Raspail lui-même, de ce point de vue, j'ai l'impression qu'il nomme, il capte dans l'air, dans un sentiment comme de décomposition. C'est-à-dire cette impression, au début des années 70, que le monde occidental est entré en décadence, c'est assez présent. Vous avez évoqué Jean Cau, on pourrait parler de Louis Pauwels, on pourrait en nommer plusieurs, qui d'une manière ou de l'autre étaient traversés par cela. Il a su incarner dans cette question des mouvements migratoires cette pensée de la décadence, une forme de conscience crépusculaire. Bon. Après coup, je pense que c'est un livre qu'il serait fou de le balayer. Je pense qu'il serait fou de dire, vous savez, comme j'ai à la manière du journalisme nord-américain, c'est un tract suprémaciste blanc. Bon, une fois qu'on a dit ça consiste à dire ne le lisez pas et si vous le lisez, vous êtes à jamais marqué comme un infréquentable à jamais. On connaît, ce sont les petites... Lisez-le clandestinement. Oui, mais voilà, ce sont c'est un samizdat, donc c'est les petites méthodes des commissaires politiques. Nous connaissons la méthode. Mais cela dit, donc c'est un ouvrage qui a été capable de nommer, d'anticiper. Cela dit, ce n'est pas... j'ai tendance, mais ça c'est... je crois au génie des écrivains, je crois au génie des écrivains qui ont des fulgurances, je crois aussi à la vertu du travail plus sobre quelquefois, qui permet d'aborder les questions les plus graves sans justement les transfigurer par un élan apocalyptique. Mais le fait est qu'il est heureux que la littérature s'empare de cela, et Jean Raspail ne l'a pas fait sans talent. Mais d'une certaine manière, son livre va participer de l'hystérisation du débat sur l'immigration, et encore aujourd'hui, on voit ses effets... négatif quand même dans la manière dont on aborde ces questions. C'est quand on a d'un côté l'apocalypse ou de l'autre côté la rédemption par l'altérité, eh bien on est donc soit les migrants c'est l'apocalypse, soit c'est une figure messianique et rédemptrice. Bon. Si c'est ça le débat dans lequel on est pris, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que chacun prenne son étendard et ce sera une forme de combat des extrêmes, un combat des majuscules. Bon. Et ça, c'est pas un risque pour ce livre-là, précisément. Je pense que c'est ce qui fait que ce livre aujourd'hui est pensé comme un texte politique et pensé par ceux qui le lisent de manière militante, par ceux qui se le passent sous le manteau en disant lis ça, tu vas tout comprendre. Ouais, c'est pas sous le manteau, c'est les tweets des hommes politiques. Un homme politique qui consent à citer Raspail consent à se faire coller une sale étiquette assez rapidement, en quelque sorte. Et comme je le disais, aux États-Unis, je donne l'exemple de Stephen Miller, qui était certainement pas le conseiller le plus subtil de Donald Trump. Il y avait Steve Bannon qui était connu. Steve Bannon qui était hanté par René Guénon, par Julius Evola, et c'était une forme de syncrétisme dans son esprit. Bannon avait une vision du monde assez singulière. Mais dans le cas de Miller, qui est un esprit plus politique, qui est comme je dis par ailleurs pas le plus subtil, quand on apprend, je crois en 2019, qu'il recommande ou qu'il lit le camp des Saints, eh bien, ça le transforme d'un coup dans l'administration Trump en figure inquiétante. On le désigne dans l'esprit public à la manière du principe de contamination, c'est l'empoisonneur idéologique. Donc le fait est que c'est un ouvrage qui, à mon avis, ne peut être lu publiquement par des politiques qu'à condition d'appartenir à un camp déjà de proscrits et de parias. C'est un peu ce que dit Bertrand Poirot-Delpech, qui va, à un moment donné, défendre Jean Raspail en 1998, après un incident
qui rappelle le livre, puisque c'est le débarquement de Kurdes, justement là où les naufragés du camp des Saints arrivent, et il dira les Grecs voulaient s'en prendre aux messagers de mauvaises nouvelles, et donc on insulte Jean Raspail parce qu'il aurait été le messager d'une mauvaise nouvelle. C'était un peu paradoxal de la part de Bertrand Poirot-Delpech. C'était un retour aux origines. Bertrand Poirot-Delpech a écrit ses premiers livres dans la collection Signes de piste, qui étaient des romans d'aventure scouts. Et il venait de cette famille-là. Ils avaient ensemble une très longue expérience du scoutisme. Donc c'était une vieille amitié, une vieille fidélité qui revenait avec une. Oui, puisque Jean Raspail était scout pendant très longtemps, Étienne de Montaigu. Oui, toute l'aventure qu'on a évoquée de descendre les canaux du Canada, c'était dans le cadre du scoutisme. Qui a été une formation, notamment à l'aventure et au voyage, très importante dans la vie de Jean Raspail. Et pour Poirot, il a eu effectivement cette envie dans le monde de saluer le livre, et notamment à cause de l'opprobre dont son auteur faisait l'objet à ce moment-là. Et alors, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que au début des années 70, la question des immigrés, c'est plus l'Afrique du Nord ou le sud de l'Europe. Mais lui choisit l'Inde. Or, l'Inde, c'est à l'époque aussi le lieu qui est présenté par une partie des mouvements de jeunesse, de la gauche ou de l'extrême gauche, comme une sorte de nouveau paradis. Et donc, c'est à partir de ce nouveau paradis que viennent ceux qui vont détruire la civilisation occidentale. On se souvient que les Beatles, par exemple, font un voyage en Inde avec George Harrison. Oui, mais je crois qu'il y a chez certains Occidentaux à l'époque une exaspération devant cet exotisme à bon marché, c'est-à-dire un orientalisme à bon marché. Ah, ça vient de là, donc ça va une forme de ressourcement spirituel vers le Gange. Bon, il y a ça. Et je pense qu'il y a aussi, cela dit, lui-même dit, je crois que c'est d'ailleurs dans la préface de 2011, pourquoi ai-je situé le mouvement migratoire dans les Indes plutôt que dans l'Afrique du Nord? C'est justement pour éviter d'en faire un truc trop politique, finalement. Je crois que c'est dans ça l'aurait fait de fait. Bien sûr. Donc là, il y avait cette idée, croyait-il, peut-être était-ce une ruse d'écrivain, elle a plus ou moins fonctionné. Il voulait dépolitiser le roman en trouvant la source de ces mouvements migratoires non pas en Afrique du Nord, mais en Inde. Étienne de Montaigu. Oui, puis le déséquilibre démographique est à l'origine de son livre, c'est-à-dire le mouvement d'une masse énorme face. C'est ce que raconte Alfred Sauvy à l'époque. Voilà, c'est Sauvy qui raconte ça. Ça, c'est plutôt au Bengale, c'est plutôt au Bangladesh. C'est la crainte de l'explosion démographique. Voilà, et c'est un sujet à part entière. Il y a eu une actualité, il y a eu des crises, il y avait eu un cyclone au Bangladesh qui avait suscité les mouvements humanitaires qu'on a dit. C'est une peur du moment. Voilà, exactement. Et l'immensité et la misère, c'est pas en Chine, c'est pas en Algérie, c'est effectivement, c'est plutôt. Encore qu'il y a la Chine dans son roman, puisque il est dit que des Chinois essayent de rentrer en Union soviétique et que l'armée rouge, l'armée soviétique essaye de les arrêter, mais en même temps, même en Union soviétique, on hésite devant cette masse possible de pauvreté. Oui, parce que c'est un tsunami, donc il y a des conséquences un peu partout dans le monde, avec des vagues qui finalement déséquilibrent le monde entier. Mais pour rejoindre ce que vous disiez sur l'Inde, je cite là encore Jean Raspail, c'est bien de l'entendre, compte tenu de tout ce que les hommes du Gange nous avaient déjà apporté, musique sacrée, théâtre, chorégraphie, yoga, mysticisme, renouveau vestimentaire, bijoux, artisanat, on se demandait sincèrement, la dernière page tournée, comment il était possible que l'on pût plus longtemps se priver de ces gens-là. Il y a cette ironie qui est permanente dans son écriture, glaçante. Quand même, oui, il y a un humour grinçant, il y a un côté farce, mais on vous l'avait bien dit, vous verrez ce que vous verrez. C'est un livre qui est avec des registres littéraires très très différents, qui en font une lecture à la fois passionnante, mais un peu éprouvante pour le lecteur, qui est quand même, comment dirais-je, agressé ou provoqué ou sollicité à toutes les pages, et c'est évidemment assez, comment dirais-je, éprouvant, oui, c'est éprouvant, mais un livre, et un grand livre, ou du moins un livre avec de l'ampleur, c'est fait pour. Oui, quand on dit la littérature dérange, il faut accepter qu'elle nous dérange dans tous les aspects de notre personnalité et de nos idées. Oui, et c'est là que la dimension apocalyptique liée à la migration est très visible lorsqu'il fait le portrait des migrants sur les bateaux. J'ai le souvenir d'un enfant qui est présenté presque une forme d'enfant totem. Monstrueux, l'enfant totem, et le portrait qui en est fait. Alors là, on comprend qu'il n'a pas un regard tendre envers ce qui se présente, pour le dire d'un euphémisme. Et que ce n'est pas un enfant réel qu'il regarde, bien sûr. Il y a aussi une critique très dure de la libération sexuelle, avec cette idée que, justement, les migrants, c'est aussi
un dérèglement total des mœurs. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait qu'il faut l'inscrire dans l'ensemble des écrits apocalyptiques de Raspail. Eh bien, il y a le sentiment, je crois que c'est dans Sept cavaliers, si je ne me trompe pas, une révolte des enfants qui s'emparent de la cité et des adultes qui ne savent que faire. Et c'est un point qui est aussi présent dans le camp des saints, c'est la désagrégation du monde adulte, c'est la désagrégation du monde de l'autorité qui ne se croit plus légitime d'user de son autorité, qui ne croit plus à la légitimité de sa propre autorité en quelque sorte. C'est une civilisation désubstantialisée qu'il nous présente, qui n'oserait pas faire l'usage de la force pour se défendre si c'était nécessaire. Et ça, c'est très présent, même quelquefois sur le mode de la provocation la plus brutale. Mais est-ce que ça fait de lui le défenseur d'une réponse armée à ce péril qu'il désigne? J'ai tendance à croire, quand je lis ces passages-là, qu'on est devant un écrivain qui fait des coups de menton. C'est-à-dire, vous voyez, moi, la crue, il y a même cette formule, je crois, où il dit que il faudra choisir un jour entre l'évangile et la cruauté. Je sais pas, est-ce que je pense que c'est dans un entretien ou dans 2 ou 3 entretiens, et pour sauver notre civilisation, il faudra faire le choix de la cruauté contre l'évangile. Bon, je regarde ça, j'ai tendance à y voir justement un écrivain qui se veut dur. C'est souvent je pense, c'est la tentation de ces écrivains, de ces intellectuels qui se veulent inflexibles devant la sensiblerie de l'époque. Ils tombent dans une forme d'esprit systématique inversé et se veulent durs jusqu'à la cruauté quelquefois. Je n'y vois pas, cela dit, le trait fondamental de sa pensée, j'y vois un coup de menton. Ouais. Mais il cherche l'image quand même qui frappe les esprits. Et du reste, ces images frappent encore les esprits. On a du mal à lire Le Camp des Saints aujourd'hui sans avoir à l'esprit et les images des crises migratoires, humanitaires récentes. Enfin, c'est quand même la lecture qu'on en fait nécessairement aujourd'hui. Et le débat du reste national autour de ces questions en témoigne, puisqu'il fait référence au Camp des Saints. Donc, est-ce que ça, c'est dire que ce livre reste très contemporain, Étienne de Montetti, à ce titre-là? Oui, à ce titre-là, beaucoup de choses ont vieilli. Et puis beaucoup de choses nous interrogent. Vous avez raison sur cet événement, ce qui survient, cette immersion démographique, mais aussi, et moi c'est ce qui m'a beaucoup frappé, sur les réactions de notre société. Et ça reste très contemporain à observer un certain nombre de personnages, les intellectuels, les journalistes, on l'a beaucoup dit, par des phrases, par des réactions. Il y a des portraits de personnalités qui sont évidemment très outrées, mais qui sont assez bien vues et qui correspondent pour beaucoup à des peurs, à des réactions de peur ou des réactions de lâcheté. Aucun lecteur ne peut être complètement étranger à tous ces sentiments qui sont présentés parmi les personnages du livre dans leur réaction face à cet événement qui les fascine et qui les terrifie. Il y a aussi des choses étonnantes, et c'est vrai, par exemple ces paysans qui refusent un aéroport parce qu'ils pensent que les avions vont faire tourner le lait. Voilà, c'est assez étonnant, et ça renvoie un peu au fait qu'aux États-Unis, il y a des courants écologistes d'extrême droite qui s'emparent du livre. Alors, il y a une mouvance, effectivement, écologiste d'extrême droite, pour le dire de cette formule, qui est hantée par l'explosion démographique, nativiste assurément, des personnages comme Wayne Luton ou John Tenton, des figures qui sont pas des figures majeures du débat public, mais qui ont, dans les années 70, qui ont engagé, au nom d'une forme d'écologisme hanté par l'explosion démographique et tout ce que ça peut vouloir dire, à la fois pour le ravage de la planète, mais aussi le déversement des populations dans le monde occidental, on le dit dans leurs mots. Donc ça, Jean Raspail est accueilli chez eux comme un prophète, justement, et il y a cette peur donc une espèce d'accouplement qui est présent, soit dit en passant, à la droite de la droite américaine, cet accouplement d'une forme d'écologisme catastrophiste doublé d'une conception aussi apocalyptique des mouvements migratoires. Les deux mis ensemble dans un pays qui, par ailleurs, se représente vraiment, à la différence des pays européens qui ont une conscience nationale, une conscience culturelle plutôt qu'une conscience raciale. Aux États-Unis, la conscience raciale, elle est revendiquée, elle est présente, elle est au cœur de l'espace public. On parle aux États-Unis aujourd'hui, quand on regarde les élections, des soirées électorales américaines, on quantifie la population en catégories raciales, ethniques, et on parle régulièrement à quel moment viendra la mise en minorité des Blancs aux États-Unis. Dans un pays qui parle de cela régulièrement, et où par ailleurs les tensions entre les rapports entre les groupes ethniques ne sont pas nécessairement sur le mode le plus harmonieux, et bien de ce point de vue, ceux qui sont portés par cette inquiétude trouvent en Raspail celui qui aura tout vu avant les autres. Oui, en ce sens,
c'est un livre qui alimente les peurs à certains égards, plutôt que la raison de ce point de vue, Mathieu Bock-Côté. Je dirais que ça donne... En fait, c'est que ça poétise les peurs en quelque sorte. C'est-à-dire, vous savez, il y a un génie littéraire chez Raspail, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une plume remarquable. Donc, les grands écrivains, les grands intellectuels, même quelquefois lorsqu'ils s'emparent de thèmes qui peuvent nous déplaire, eh bien, ils sont capables de le poétiser. Et je pense que de ce point de vue, il vient donner le sceau de la prophétie à des inquiétudes. C'est accueilli comme tel. Ensuite, on peut nul besoin d'être en accord, mais quand on regarde ça de l'extérieur, comment ce livre est accueilli, c'est celui qui aura tout vu sur le sort terrible de l'homme blanc dans le monde qu'il a conquis et dont on voudrait désormais le chasser. Au fond, c'est un mauvais livre, Étienne de Montetti. Un mauvais livre ? Oui, non ? Je ne sais pas si c'est un mauvais livre. Non, c'est un livre qui peut susciter la peur, mais qui suscite aussi des sursauts de noblesse. Et l'œuvre de Raspail, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça suscite des mauvais sentiments, que peuvent être la peur, l'angoisse, voire la haine peut-être, mais ça suscite aussi des sentiments de sursaut. Et la solution, alors on la partage ou pas, mais pour le lecteur, à bien des égards, dans Le Camp des Saints et dans beaucoup d'autres de ses livres, il y a aussi... Justement, vous faisiez la différence, Étienne de Montetti, entre Le Camp des Saints et le reste de son œuvre. En tout cas, Mathieu Bock-Côté la faisait. C'est vrai, mais Raspail n'est pas seulement un écrivain de l'Apocalypse, il y a aussi l'écrivain du sursaut, et qui dit aux lecteurs, notamment aux jeunes lecteurs, aux adolescents, tenez-vous plus droit, regardez le monde en face, l'amitié est une valeur, l'engagement est une valeur. Il y a toute une pédagogie quand même de la manière de se comporter. Donc on ne peut pas juste s'en tenir à un effroi général. Et en ce sens, il répond à certains des débats contemporains. Oui, bien sûr. Voilà. Alors le drame, c'est qu'on est dans une époque. Alors en quelques secondes, on est dans une époque qui cherche à tout prix à nous présenter. C'est la formule, la diversité est une richesse. Il faut s'ouvrir à l'autre. Et moi, je réponds souvent à ça. Il faut s'ouvrir à l'autre, oui, mais à quel autre? Tous les autres sont pas interchangeables, et à combien d'autres? Big Other. C'est ça. Alors oui, ça c'est le problème. Il n'y a pas de l'autre, l'altérité majusculaire. J'ai jamais su ce que c'était. Pour moi, la diversité du monde, c'est propre, c'est qu'il y a des Français, des Allemands, des Japonais, des Chinois. Et ils rentrent pas tous dans la catégorie de l'autre A majuscule. Mais ce que dit un peu Jean Raspail au travers de Big Other. Oui et non, parce qu'il est ensuite à la recherche des peuples premiers dans leur singularité culturelle, dans la vérité réductible de chaque culture. C'est quand même présent chez lui. Je me permets quand même de répondre à la question aussi de Didier Lesky. Est-ce que c'est un mauvais livre? Je crois pas, mais c'est pas son meilleur. Je pense que si je devais recommander un ouvrage de Raspail, ce serait certainement pas par celui-là que je commencerais. Je suggérerais Le Jeu du Roi, je suggérerais Sept Cavaliers, L'Anneau du Pêcheur. Il y en a quand même plusieurs autres avant pour proposer cet ouvrage. Régis Debray, qu'est-ce que vous inspire tous ces échanges? Écoutez, une réflexion connue, c'est-à-dire en écoutant vos débats, je me demande si le malentendu n'est pas essentiel au succès d'une œuvre. En l'occurrence, le malentendu, je dirais, étroitement politique, le bruit qu'elle fait, peut finir par manger l'œuvre. L'œuvre, je dirais qu'elle est peut-être l'œuvre qui fait au fond d'une débâcle, une épopée et finalement un appel au sursaut. Et je me demande en ce sens s'il n'y a pas un fond nietzschéen chez cet auteur, qui va jusqu'à faire éventuellement un dilemme entre soyez lâche ou alors soyez cruel. Je dirais donc en ce sens que, au fond, cet auteur est peut-être un auteur réactionnaire au sens, j'allais dire au bon sens du mot, c'est-à-dire pour un retour, au fond, à ce que l'homme a oublié, à ses sources éthiques, personnelles. Une œuvre sans doute désespérée, mais au fond, qu'il se voudrait être un appel un ressourcement occidental. Alors évidemment, cela peut prêter à toutes sortes d'interprétations. La bonne interprétation, elle est d'ordre esthétique. Merci à vous de nous avoir accompagnés dans cette lecture.